Bonjour à tous. Alors, le choix stratégique des matériaux en implantologie. Cette phrase, à l'époque où j'ai commencé la prothèse, au début 90, n'avait pas beaucoup de sens. On était très limité au niveau des matériaux. On avait, oui, des chrome cobalt et nickel chrome. Bon, pour les plus jeunes, nickel chrome, c'était pas un truc des années 2000 pour dire que tout allait bien. C'était aussi un alliage dentaire. On avait des céramiques. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de matériaux. On a des composites, du PIC, on a du titane, du zircone, du disilicate. Et tout ça, je trouve que le métier a super bien évolué, mais on n'utilisait pas les matériaux correctement. Du coup, c'est ces facteurs qui m'a fait pousser les choses un peu plus loin. Donc je m'appelle Gaëtan Littéry, je suis prothésiste dentaire depuis plus de 30 ans sur l'île. Je suis concepteur 3D et céramiste et KOL pour Vita. Je suis aussi intervenant au lycée professionnel et collaborateur du laboratoire Buisson. Le plus important, c'est ça ici, la collaboration et les rencontres. J'ai eu cette chance de rencontrer dans ma vie professionnelle des chirurgiens dentistes qui m'ont tiré vers le haut. Le premier, c'était le docteur Patrick Durin, dans les années début 2000, qui m'expliquait les fondamentaux en implantologie, donc c'était la prothèse qui guidait la pose de l'implant. On avait une réflexion tissulaire, mais pas aussi poussée qu'aujourd'hui, vu les matériaux utilisés, qui étaient quand même du chrome cobalt, principalement. J'ai eu ensuite l'arrivée du numérique dans ma vie, qui a été très dur pour la plupart des prothésistes de ma génération. Et j'ai rencontré le docteur Baptiste Favrel qui m'a permis justement de partir dans cet univers qui m'a fait très 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 peur au début. Mais je suis bien content aujourd'hui parce que ça donne beaucoup de facilité aujourd'hui et de précision, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Et la troisième personne très importante, le docteur Eric Hamad. Ça fait quelques années que je le connais, c'est un personnage. Avec lui, j'ai passé vraiment le cap, c'est-à-dire de comprendre ce que je faisais. Depuis des années, je faisais de la prothèse. Aujourd'hui, je fais de la prothèse intelligente. Je réfléchis comment elle va vieillir, comment elle va s'intégrer, et surtout, j'essaye de faire en sorte de prendre soin du patient aussi. Ça, c'est vraiment la clé pour réussir. Il faut trouver des gens avec qui collaborer étroitement pour pouvoir faire vraiment du très bon travail. Sinon, on obtient ça. Alors ça, c'est pas des vieux cas, c'est des cas récents que je récupère avec une mauvaise utilisation des matériaux en fait. Donc si tous ces éléments ne sont pas réunis, on obtient forcément de la casse sur des zircones, parce qu'on n'utilise pas des zircones adaptés. Vous imaginez bien l'intrado de la prothèse qui est là. C'est très sympa, mais c'est vraiment pas bon du tout pour le patient. Et les casses à répétition, on en a tous. Moi, j'en ai eu énormément. Ça m'a permis aussi d'apprendre mieux. Et faut pas s'arrêter à ça. Faut chercher, comprendre pourquoi ça casse, pourquoi on obtient ce genre de fissure. Le jour de la livraison, ça, on m'a dit que c'était le jour de la livraison. Là, ici, c'est intéressant. La prothèse en elle-même n'est pas si mal faite que ça. C'est-à-dire, il y a même un travail de la fausse gencive, petit FP3 tranquille. Ce qui est un peu où il faut mettre l'accent visuellement, c'est vraiment la gencive. On voit bien que l'utilisation d'une résine qui est un matériau poreux agresse la gencive. Non seulement ça, mais en plus, il y aura du tassement alimentaire dans cette prothèse. Alors, ça peut donner des choses catastrophiques. Ça peut donner, alors même si tout est poli correctement, ça peut donner ce genre de choses. Enfin, c'est un bon appétit. Ça peut être cool pour Koh-Lanta, ouais, éventuellement. Mais sincèrement, ce genre de truc, c'est une mauvaise utilisation des matériaux. Je pense que c'est un chrome cobalt qui a été utilisé avec de la résine. Voilà ce que ça donne au bout de quelques temps. Je vais vous parler de deux matériaux principaux.
ça va être le titane et les zircones. Le titane, ce qui est intéressant, c'est forcément sa flexion. Elle est vraiment très intéressante, sa durabilité et sa biocompatibilité. Ça, c'est vraiment un terme qu'il faut vraiment comprendre, et ça doit faire partie de votre quotidien quand vous faites de l'implantologie, surtout en wallonne. Et en plus, un bon support céramique, ça marche très très bien, donc c'est parfait. Hop. Les zircones, pareil, elles sont esthétiquement intéressantes. Aujourd'hui, on a quand même pas mal, un beau panel de zircones, avec des translucidités magnifiques. On a aussi, c'est un excellent support cosmétique, c'est une très 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 bonne résistance, et elle est parfaitement biocompatible, même mieux que le titane. Elle a des inconvénients quand même. Ces inconvénients, elle va être cassante. C'est un matériau rigide. Donc il faut faire très attention à ça. Ça nécessite une passivité totale. C'est-à-dire qu'à la prise d'empreinte, il faut être carré. S'il faut passer par des clés de validation, je ne sais pas. Le mieux, c'est la photogrammétrie. On en parlera après. Alors, par contre, il nécessite quand même, quand on pose une prothèse comme ça complète sur un plan, c'est pas on livre et on voit plus le patient. Il faut quand même faut discuter avec le chirurgien dentiste. Il doit revoir régulièrement son patient, faire des rééquilibrations. Le corps change avec le temps, on bouge, les dents bougent, on est obligé de faire des petites modifications occlusales. Alors oui, c'est de la zircone. Donc ouais, alors, la zircone, en fait, on va travailler principalement au laboratoire avec deux types de zircone. Enfin, moi, personnellement, je travaille avec la 3Y TZP, et la 4 et 5Y. Celle-ci, c'est la plus commune utilisée en laboratoire, c'est celle qui a un dégradé de teinte, et qui va de 600 mégapascales à 1200, c'est ce qui est la plus utilisée. Par contre, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Il ne faut pas commencer à faire des grands bridges de grande portée avec ce genre de zircone. Là, vous êtes sûr d'avoir de la casse. La 3Y TZP, celle-ci, elle est intéressante. Elle est très dure et elle passe les 1200 mégapascales. Son seul problème, c'est qu'elle est opaque. Donc, compliqué de faire des choses esthétiques avec. La littérature le dit, la zircone ultra polie favorise les fibroblastes, l'adhésion des fibroblastes. Ça, c'est hyper important. Ça permet, en gros, pour vous faire simple, c'est le corps humain dit « toi, je t'accepte. Toi, t'es mon bridge, je te garde avec moi. Il n'y a rien qui passera entre nous deux. On est liés à vie, là. » Pareil, le titane aussi, mais un petit peu moins. Le professeur Rompen aussi a sorti une petite étude, et on voit bien, ça, c'est hyper important. Les prothésistes qui mettent de la glasure sous leur pontique, par exemple, pour un bridge, sur la zircone, ça ne le fait pas du tout. On le voit bien qu'à 6 mois, il n'y a aucune attache. Par contre, sur une zircone polie, mécaniquement, on voit bien qu'il y a les fibroblastes qui sont présentes. Là, l'acceptation de la prothèse est parfaite. Donc, je vais vous parler de ça. Donc, de la MCI, donc mise en charge immédiate, qui pour moi est super, c'est un facteur hyper important, surtout pour le FP2 et le FP1. Alors je ne sais pas si, petit récapitulatif, FP1, FP2, FP3. FP1, il y a juste les dents, donc la prothèse c'est que les dents, pour faire simple. FP2, c'est des dents légèrement avec un petit semblant de racine. FP3, dents plus fausse gencive. Donc on va voir donc, la mise en charge immédiate, l'apaxie, prothèse amovible, complète, stabilisée sur un plan, l'Ibar titane FP3, le bridge full zircon FP2 et l'Ibar zircon plus zircon aussi. Ça c'est très intéressant, vous allez voir, en FP1. Ça, c'est pas ma pratique, j'en parle quand même, mais c'est ce qui est le plus répandu pour la prothèse complète sur un plan, c'est donc le guide à étage. Alors moi personnellement, j'ai assisté aussi à des interventions avec ce genre de guide. Il y a des praticiens qui gèrent très bien le truc, c'est trop cool pour eux. Moi personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients. L'imprécision des puits, c'est aléatoire. Ça part d'une planification, mais la planification, on sait très bien
il y a toujours une petite variation au moment du forage. Donc, il y aura des retouches forcément. Les manipulations complexes, forcément, on va sectionner les envases, on va essayer de coller au compo, on va retirer, rajouter. Il y aura un polissage approximatif. Donc, il n'y a pas mieux qu'un polissage à la ponce au laboratoire avec notre bon vieux moteur. On ne peut pas travailler en série de A à Z. Vu qu'on colle, on enlève, on remet et ainsi de suite. Donc, le plus dangereux aussi, c'est le monomère qui risque de s'infiltrer dans le site fraîchement greffé. Ça, c'est très très compliqué, moi je pense, pour le patient à gérer. Donc, je le déconseille personnellement, mais j'accepte tout à fait des praticiens et des prothésistes se lancer dedans. Moi, je procède d'une certaine manière qu'on a mis en place avec le docteur Eric Hamad, et maintenant tous les praticiens qui travaillent avec nous conçoivent exactement la même chose. Donc, la stratégie de réflexion, en fait, ça va être l'étude du corps en utilisant les outils actuels. On a SmileCloud. Moi, j'ai mis les deux là, SmileCloud et Clone Dental. Ce sont les deux outils que j'utilise le plus au laboratoire. SmileCloud, je pense que tout le monde connaît. Donc, en plus, c'est bien. Ça encombre pas les ordinateurs. On peut tout mettre nos fichiers, il n'y a aucun problème. Et puis, on a des options qui sont plutôt pas mal. Clone Dental, c'est plutôt pas mal. C'est une petite application sur téléphone qui se télécharge et qui permet de prendre le visage en 3D en quelques minutes. Ça va très vite. C'est intéressant. J'ai mis une petite image après pour que vous voyez. Au moins, le centre interincisif, le plan d'occlusion, tout ça, on l'a visuellement. Et c'est plutôt cool quand même pour réaliser ces prothèses. On va donc ensuite faire l'extraction et la conception du projet virtuel. La planification, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plus le secteur des chirurgiens dentistes. Nous, on est prothésistes, donc ce sera plus simple de juste faire voir les images. Et donc avec la réalisation du guide et la conception le jour J du bridge première génération. Parce que moi, ça arrive au laboratoire qu'on passe par une deuxième phase provisoire pour repousser encore plus les tissus et avoir optimisé au mieux la forme convexe de la prothèse pour la suite. Dans un premier temps, je vais récupérer tous ces fichiers. Donc, j'ai le haut, le bas, l'occlusion, j'ai tout. Je conserve tout. Je vais envoyer tout ça je vais tout mettre ça donc sur SmileCloud, qui va me générer un projet visuel qui est plutôt pas mal, avec l'apparition qui parle. Et là, bon, l'IA elle fait bien son job. Et ça donne vraiment une idée, moi je trouve, même pour le patient, qui voit un peu où il va aller. De ces éléments-là, moi je vais récupérer les informations et réaliser les extractions virtuelles et faire le projet. Une fois que c'est fait, vous voyez, c'est ça ce clone dental. C'est plutôt pas mal, je trouve, ça fait un peu peur, hein. Je vous le cache pas. Mais sincèrement, c'est hyper utile au labo. Donc nous allons réaliser la planification et le guide. Comme vous voyez sur le guide, je laisse des dents. C'est pas pour rien, c'est pour justement stabiliser le guide pour que le praticien puisse forcément travailler correctement et perforer correctement et tranquillement. La conception du bridge, le jour où il y a l'intervention, j'ai besoin que d'une seule image, les scan body. Le reste, j'ai déjà tout au laboratoire. J'ai juste à ouvrir mon fichier, importer ce que j'ai besoin et matcher l'empreinte des scan body. L'impression ou l'usinage, ouais. Alors nous au laboratoire, on aime bien, nous on fait principalement que de l'usinage, mais on lance en parallèle aussi une impression. Le problème de l'impression, ça va être le post-traitement qui est très lourd quand même et il faut passer du temps. Polir de l'impression, c'est un peu plus délicat, on n'arrive pas à avoir quelque chose de très brillant, très lisse. C'est pour ça que l'usinage, pour moi, c'est la meilleure solution pour réaliser ce genre de cas. Alors là, je vais vous faire voir une petite intervention. Donc c'est par le chirurgien Eric Hamad. Lui, c'est lui. J'avais déjà assisté à des interventions chirurgicales, mais là, on est passé dans un level quand même extrême. Du coup, il va convoquer son patient. Donc le jour de la pause, en fait, entre deux, juste avant de recevoir le bridge, il a fait les extractions.
Le bridge est livré, donc il a le temps de travailler pour ses extractions tranquillement. Il va venir décoller, positionner le bridge. Alors il n'y a aucun problème parce que le profil d'émergence, c'est moi qui l'ai donné. C'est moi qui l'ai façonné de façon à avoir quelque chose de vraiment top. Et ensuite, il va venir, en fait, une fois fixé, il va venir donc décoller, là on voit bien comment il décolle, et il va venir mettre du bio-os. Donc il y aura une greffe osseuse faite sur ce cas-là. Il vient tracter les tissus, donc il vient lever la gencive. Si toutefois il y a un problème de volume, on crée une petite incision à la base et on vient pour avoir plus de mou, pour plus tracter, et on obtient cette image à droite là, qui est avec toutes les sutures. Et là, on voit bien que la gencive remonte très très bien. Vous verrez après, je vous ferai voir un cas où là, on va voir l'intérêt de cette pratique. C'est la prothèse, en effet, qui va greffer, qui va guider la greffe. C'est les profils d'émergence que le prothésiste, le technicien, va réaliser sur son ordinateur, qui va permettre vraiment de maintenir tout ça pour la cicatrisation. Et éviter en plus que l'os greffé, le bio-os, parte. Là, on va vraiment créer de l'étanchéité grâce à des sutures. L'apaxie. Donc, je ne sais pas si ça vous en faites, vous, au labo. Nous, on en fait beaucoup. Souvent, c'est des cas où c'est des patients qui ont des prothèses amovibles. Alors, elles ont déjà donc une prothèse amovible. Moi, ça va me servir, en tout cas, ça va me servir de wax-up virtuel aussi, parce que avec l'image, je vais venir la matcher. Là, on a fait les foufous. En plus, il y a 2 extractions que j'ai simulées, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. J'utilise du titane. Je sais que ça va bien. Les fibroblastes vont accrocher. Pour la suite, il n'y a aucun souci. Par contre, cette patiente n'a pas un budget de dingue, donc on va partir sur de l'amovible. Elle a déjà de l'amovible, donc elle sait ce que c'est. Et par contre, on va réaliser une paxie dans le sens où il n'y a que 4 implants. Donc c'est compliqué quand même de réaliser du zircone dessus pour éviter les casses. Donc, j'utilise, comme j'avais dit, l'ancien appareil comme wax-up et je viens réaliser en fait ma barre virtuellement. Sur n'importe quel logiciel, ça on a tous nos logiciels au labo, et je viens réaliser cette barre. Donc je la fais pas n'importe comment non plus, j'essaye de bien la mettre dans le volume de l'ancienne prothèse pour pas qu'elle se retrouve avec quelque chose de démesuré non plus, la patiente. Hop. Et une fois réalisée, une fois usinée cette barre, je vais recréer un scan. Alors j'ai essayé de fusionner les images et d'enchaîner tout de suite la suprastructure. Sincèrement, c'est pas dingue. Ça fit pas correctement. Le mieux, c'est quand même de rescanner avec le scanner de table au laboratoire et de réaliser une suprastructure. Alors cette suprastructure, c'est pareil, il faut pas utiliser n'importe quel matériau. Moi, j'utilise un matériau, c'est une résine plutôt de très haute qualité. Pour donner une idée, ça se situe un petit peu entre le téflon et le pic. Elle est très stable, elle gère très bien la friction et elle vieillit super bien, et en plus, c'est un matériau biocompatible. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois la barre posée, on voit avec les extractions en plus qui ont été faites, donc c'est cool. Là, actuellement, par contre, j'ai procédé, c'est pas un flux numérique à 100%, je l'ai fait manuellement, à l'ancienne, comme on dit. Donc, j'ai utilisé ces produits-là, qui pour moi marchent très très bien, donc les Vitapon Excel. Et un petit colorant pour faire de la polychromie plutôt sympa, l'Accent LC, qui pour moi est vraiment top. Il est chargé en céramique, donc ça bouge pas du tout dans le temps, ça subit bien les agressions, donc aucun problème là-dessus. La Vitavionic, c'est une solution aussi. On peut virtuellement réaliser ses dents, les usiner, et pareil, fonctionner de la même manière. Ce sont vraiment des très bons produits. Si toutefois vous avez des contraintes de hauteur, c'est vrai que la solution, ça peut être plutôt sympa. Alors réaliser une barre comme ça, avec un petit décroché pour pouvoir mettre un attachement, par contre c'est pas fusionné, je ne vais pas usiner un attachement, ça n'a aucun intérêt, sinon il n'y a aucune friction. Ce que je vais réaliser en fait, c'est ce qu'on voit là ici à droite, c'est des pas de vis. Donc j'ai la possibilité au laboratoire d'avoir une usineuse qui me crée des filetages selon la marque de l'implant. Donc ça peut être du Novaloc, Locator, ce qu'on veut. Et on peut l'adapter sur cette barre. Donc pareil, on procède exactement de la même manière
que l'apaxie classique, à part que la suprastructure, il faudra prévoir d'effectuer quand même des ouvertures, parce qu'on a une section ronde pour le locator ou le Novaloc. Donc du coup, il faut libérer cette place pour dire qu'il n'y ait pas de friction trop violente. Voilà ce que ça donne en bouche. Donc on a vissé les Novaloc en place dans le filetage. Voilà, ça donne ça au niveau de l'intrado. C'est pas gênant d'utiliser de la résine sur ce coup-là. C'est inamovible. Donc la patiente doit enlever, brosser. Donc il n'y a pas de souci d'agression de la gencive comme on a pu voir sur les images avant. Il y a d'autres Paxi qui existent. Ça, on en a fait aussi. Sur le haut, c'est possible. Souvent, on parle de l'apaxie pour le bas. Pour le haut, c'est possible. On rajoute des attachements. C'est intéressant parce que l'attachement pour la rétention, mais la barre n'est pas là pour faire joli, c'est pour la stabilité de la prothèse. Et ce genre de prothèse également qui se fait, qui tient par friction sur donc 4 implants, qui est plutôt bien, mais personnellement j'ai arrêté d'en faire. L'Aibar Titane. Alors, en FP3, donc là pareil, c'est un patient qui avait une prothèse amovible, qui est parti sur 6 implants et elle a envie de passer sur quelque chose de fixé. Donc le profil du patient est parfait dans le sens pour faire du FP3, on a beaucoup de hauteur, donc on est obligé d'intégrer une fausse gencive. Elle a un budget parfait. L'indication prothétique, c'est forcément ça, c'est le FP3 en Aibar. Donc là pareil, je viens utiliser sa prothèse qu'elle a actuellement en guide pour le wax-up. Je viens créer mon projet virtuel. J'utilise un autre logiciel qui me permet de générer l'Aibar. Donc on le voit, mais c'est plutôt bien fait. Et ça permet de fitter parfaitement. Voilà ce que ça donne. J'en profite pour faire une petite stratification avec la Lumex AC de chez Vita. Pareil, le maquillage. Bon, moi je suis KOL pour Vita, donc forcément. Et la barre en titane de grade 5, qui est de très bonne qualité. Je préfère utiliser du grade 5 personnellement. Là, c'est intéressant, c'est un cas intéressant. C'est un FP2 qui va être fait. Là, c'est une patiente qui a actuellement que des bridges fixés, mais il n'y a plus rien, on ne peut plus rien sauver là. Elle a le budget, elle est partie sur 6 implants. Donc pareil, c'est exactement la même méthode, on a procédé exactement de la même méthode que la MCI que je vous ai fait voir. Et vous allez voir un petit peu le résultat qu'on obtient. L'indication, donc c'est ça. Donc on va partir sur un FP2 full. Mais il y a des petites astuces et il y a des choses à respecter quand même. Donc là, on a tout enlevé. Le problème, c'est que j'ai plus d'attache, comme je vous avais fait voir le cas d'avant, pour stabiliser le guide. Donc on va le pincer. Le chirurgien dentiste va m'envoyer l'empreinte. Je vais concevoir de la même manière mes bridges provisoires et je vais idéaliser mes profils d'émergence. N'oubliez pas que c'est toujours la prothèse qui guidera le tout. Cette petite vidéo, si elle se déclenche, j'espère, ça va vous montrer un petit peu l'intérêt de fonctionner comme la MCI avec Eric Hamad, dont on procède comme ça. Regardez un petit peu le résultat obtenu. C'est quand même assez bluffant. Les tissus sont parfaits. Il y a eu de la greffe. Tracter les tissus pour le prothésiste, c'est un régal. Sincèrement, moi je préfère réaliser des prothèses là-dessus que de faire de l'apaxie, des choses un peu... Il faut le faire, c'est important. Mais là c'est quand même vraiment super. Au niveau des tissus, vous voyez la cicatrisation, elle est vraiment superbe. Voilà ce que ça donne. Donc on voit bien l'intégration quand même par rapport au tissu. C'est vraiment assez bluffant, moi je trouve. Donc pareil, il y a eu de l'étude avec Smile Cloud, tout ça. On est parti de loin. On lui a gardé ses dents, elle les avait très longues. On a gardé, on est resté vraiment dans l'esprit de ce qu'elle avait avant. J'ai utilisé une 4Y. Mais attention, j'ai pas fait une full arche. Je l'ai sectionné. Je l'ai sectionné entre les deux centrales. Si vous faites ce genre de cas avec cette zircone de cette qualité, sincèrement, ça casse. Si un prothésiste vous dit méolone en 4 ou 5 Y ne casse jamais,
Je ne suis pas sûr à 100%, je pense qu'il y a un peu de mytho quand même dans l'histoire. Ça ici, je vais finir sur ce cas-là. C'est pour moi quelque chose d'hyper intéressant. Donc là pareil, on a procédé pareil au niveau de la chirurgie, le jour de la pose des implants, greffe. On s'est même permis d'avoir des éléments en extension. Du coup, on va partir sur un zircon-zircon. Alors là par contre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut utiliser deux sortes de zircon forcément. Pour la barre, il faudra utiliser l'iBar, il faudra utiliser une 3Y, forcément. Et pour le reste, une 4 ou une 5. Ça, c'est à vous de voir, mais c'est hyper important. Donc là, pareil. Donc l'étude a été faite aussi. Hein. L'anatomie, c'est vraiment l'anatomie de ses dents à la base. Le peu de dents qui lui restait à ce monsieur, elles avaient cette forme-là. Donc on a réussi quand même à reproduire exactement la même chose. Et le résultat est plutôt pas mal et enfin, le patient en était ravi. Donc là, pareil, l'iBar, en fait, on va la procéder. Par contre, c'est du FP1. Donc je vais venir vraiment décolleter tous les collets en laissant à peu près 1 mm pour dire que ce ne soit pas visible. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la 3Y, son problème, c'est qu'elle est hyper opaque. Donc là, en l'occurrence, si c'est un A2, ça risque d'avoir un petit liseré blanc qui risque de faire le tour. Donc pas hésiter à rentrer un petit peu l'iBar au niveau de la conception. Donc pour ça, j'ai utilisé forcément une zircone pour la barre qui dépasse 1200 mégapascales pour avoir la rigidité suffisante. Et au-dessus, j'ai utilisé donc la Vita ST Multi-Translucent, Color Multi-Translucent, qui donc est une 4Y, une 5Y, et qui va absorber justement ce choc. S'il y a un problème, ce sera la suprastructure qui prendra les coups. Ce ne sera pas la barre. Et après collage, voilà ce que ça donne. Je trouve ça pas mal. Il ne faut pas oublier surtout le polymiroir, c'est très important. Il faut impérativement que cette prothèse dure dans le temps. Rappelez-vous les fibroblastes. Même ça, c'est un terme qui doit rester chez vous au laboratoire systématiquement. Utiliser les matériaux biocompatibles, tout ça, c'est un exercice, mais il faut vraiment l'appliquer. Et voilà ce que ça donne. Ce monsieur, il est plutôt pas mal. Bon, il aurait dû couper un petit peu ses poils de nez, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais franchement, le résultat, je le trouve plutôt sympa. Il en était ravi. Et nous aussi, hein, du coup, le jour de la pause, quoi. Voilà. La conclusion, c'est ça. Il n'existe pas un matériau universel, mais une stratégie pour chaque patient. Il repose sur une analyse globale, forcément, mais c'est sur le biotype tissulaire, les contraintes biologiques et mécaniques. Donc, le choix stratégique du matériau est indispensable pour la réussite. On est des techniciens, certes, mais il faut faire les choses intelligemment. Il faut arrêter de transformer des compléos en holone. Il faut arrêter de faire des choses aberrantes qui sont risquées pour le bien-être du patient. Là-dessus, c'est hyper important de se focaliser sur bien réaliser notre pratique. Le cas qu'on a vu juste avant en zircon, je pense pour moi, c'est notre future pratique. Je pense que les alliages vont commencer à disparaître. Je pense, après ça n'engage que moi, et je pense que le zircon, ça va être quelque chose de très présent dans nos pratiques futures. Je remercie mes partenaires, donc Vita Zen Fabric, formation dentaire au trans, avec son directeur Guillaume Martinez, et le laboratoire Buisson, et toute son équipe. En plus, ses coulisses sont venus me voir, donc des bisous. Et voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était vraiment sympa de partager ça avec vous, et n'hésitez pas après si vous voulez qu'on discute tout à l'heure. Voilà, merci.